Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo. Alors j'avais prévu en fait de vous faire une palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais je sais que je ne vais pas la suivre et en fait c'est très frustrant pour moi de faire une palle et de l'écrire, enfin je l'ai fait, hein, je l'ai écrit et tout ça, et de me dire en fait je sais que je ne vais pratiquement lire aucun de ces livres. Du coup je me suis dit qu'au lieu de vous faire une palle, j'allais vous faire des recommandations. Voilà, au moins je vous parle de livres en rapport avec le challenge. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà. Et je vous glisserai éventuellement quelques mots sur des livres que je pourrais éventuellement ou que j'ai eu l'idée de mettre dans ma palle. Mais là je vous ai sorti tout un tas de recommandations, il y a des livres absolument partout. Et donc je vais essayer d'être rapide et donc de ne pas faire quelque chose de trop long. J'ai réussi avec les dernières vidéos, donc il y a moyen, on peut y arriver, on peut y arriver. Alors, pour moi en fait l'automne c'est vraiment le mois de la fantasy, des fictions historiques, des livres sur les sorcières, tout ça. Donc je sais déjà à peu près, enfin je sais, non pas du tout. Donc je sais à peu près ce que je vais lire, enfin je sais à peu près ce que j'ai envie de lire dans ces moments-là. Et en fait ça correspond pas du tout à ce que je lis en ce moment, ni à ce que j'ai envie de lire en ce moment. C'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu vous faire de palle, parce que je sens que je ne vais lire aucun des livres qui se trouvent dans la palle. Puisqu'en ce moment je suis en train de lire La faute de l'Ave Mouret de Zola, avec une amie. Voilà, même la couverture ne fait pas automne, elle fait printemps, mais pas automne. Donc voilà, donc je ne suis pas trop dans le mood automne pour l'instant, mais j'espère que cette vidéo va me donner envie. J'ai déjà quelques livres que j'ai envie de lire là cet automne. Je vous mets bien sûr en description la vidéo de Gimos qui explique le challenge et qui du coup vous parle de toutes ces catégories et de tous ces... Je ne vais pas moi entrer dans les détails ici, je vais juste vous donner les noms des catégories pour vous dire quels livres je vous recommanderai pour ces catégories. Allez, on y va. Alors pour Automne frissonnant, bon alors déjà Automne frissonnant c'est génial parce que moi ça me fait tout de suite penser le titre, comme d'habitude, vampire, esprit, sorcière, tout ça, donc parfait. La première catégorie c'est Monster Mash, d'ailleurs dès que j'ai entendu parler de cette catégorie, j'ai eu la chanson dans la tête, en boucle. J'ai dû l'écouter et elle restait quand même, donc là je l'ai toujours d'ailleurs. Et donc pour Monster Mash, on a les mots-clés Halloween, créature, classique, comédie et danse. Alors pour cette catégorie, je vous propose... Alors je vous dis aussi à quoi ça correspond, à quel mot-clé ça correspond. Alors pour Halloween, je vous propose A Night in Lonesome October, Le songe d'une nuit d'octobre de Roger Zelazny, qui en fait est un livre qui va se lire pendant tout le mois d'octobre. Donc c'est super si vous voulez avoir un espèce de build-up jusqu'à Halloween, puisque le texte en fait va couvrir un jour par chapitre, il me semble, hein, d'après ce qui me revient en mémoire. Donc vous avez un jour par chapitre. Certains sont plus longs, certains sont plus courts. Alors ceux de la fin qui arrivent du coup à Halloween sont plus longs. Mais du coup vous pouvez le lire, enfin j'ai essayé de le lire comme ça et j'ai pas tout à fait réussi. Vous pouvez lire un chapitre par jour jusqu'à Halloween, ce qui est quand même cool. Du coup là, bon, ça correspond à Halloween. Ça correspond aussi à créature quand même. Pas sûr que ça corresponde à comédie. Mais voilà, c'était sympa. C'est une lecture, assez... Alors je crois que j'ai fait une chronique parce que ça fait un petit moment que j'ai lu ce livre. J'avais lu les Princes d'Ambre, enfin j'ai lu le début des Princes d'Ambre de Zelazny, qui rentre plus dans la fantasy, celui-là, pas dans cette catégorie. C'est bien, mais c'était... comment dire ? Je sais pas, bizarre. Enfin, j'ai jamais lu de fantasy comme ça avant et c'était très étrange, voilà. Donc, alors j'ai lu il était sur Scribd quand je l'ai lu et donc j'ai lu une édition, voilà, c'est... Il passe pour horreur aussi. J'avais écrit qu'il y avait beaucoup de références aux classiques de l'horreur et aux classiques gothiques, donc ça c'est cool. Et la fin était assez abrupte. Mais c'était vraiment sympa de le lire pendant le mois du titre en fait. C'était vraiment cool. Je commence déjà à trop parler, ça craint. Alors pour les classiques, j'en ai plusieurs. Alors celui-là correspond pour classique et créature. Bon, Frankenstein évidemment de Mary Shelley, j'ai envie de dire, est-ce que... Voilà, je ne devrais même pas vous recommander ce livre parce que je le recommande tout le temps. Mais voilà, c'est l'histoire d'un scientifique qui va récupérer des bouts de corps et créer un monstre qu'il va ensuite abandonner. Et donc voilà, on a leur histoire à tous les deux. Et c'est assez... pas laborieux à lire, mais l'écriture de Mary Shelley est assez... exigeante, mais c'est un classique de l'horreur et un classique gothique que je ne peux que vous recommander de découvrir parce qu'il est vraiment top. Pour classique, est-ce qu'on peut dire créature? Je ne pense pas, mais on peut dire classique. The Monk de Matthew Lewis, donc le moine, trop bien, voilà. C'est un moine qui est très imbu de sa personne et donc le diable va se dire toi, ça va mal se passer pour toi. Et donc vous avez
déchéance du moine. Je vous laisse découvrir ça, c'était horrible. Mais c'est super bien écrit, c'est très prenant et on a envie de tuer Ambrosio. Donc pour cette catégorie, le dernier que je vous recommande, ça passe pour classique et pour... Je sais pas si ça passe pour comédie. Tooth and Claw, des griffes et des crocs de Joe Walton, qui est vraiment top. C'est une réécriture d'Orgueil et Préjugés mais avec des dragons. Et c'est vraiment très très sympa. Et ça produit chez moi la même folie littéraire. C'est-à-dire qu'à la fin, il fallait absolument que je finisse le livre parce que j'avais peur pour les personnages. Ce qui est très bizarre parce que... Pourquoi? Mais vraiment... top. Et donc, créature, ça passe. Et puis ici, ça passe créature et classique, parce que donc créature dragon et classique parce que ça réécrit Orgueil et Préjugés. Ça, c'est fait. Donc ça, c'était pour la première catégorie. Alors, je vous ai rien proposé pour comédie et danse parce que rien ne m'est venu. Comédie, je suis pas une grande fan de comédie, donc peut-être Pratchett, ça passe pas Pratchett pour ça. Danse, par contre, rien ne me vient. N'hésitez pas si vous avez des recommandations. Ensuite, seriez-vous capable de l'arrêter? Pour les mots-clés, on a thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Alors là, j'en ai mis plein. On va commencer par les thrillers. Alors, voilà, donc je vais vous les sortir, parce que sinon... Bon alors, évidemment, je vais vous en parler très vite, parce que je vous en parle tout le temps, en fait. The Writing Retreat, La Reine du Noir, de Julia Barts. C'est parfait. Alors, par contre, ça se passe en hiver, hein, pas s'il neige, voilà. Donc, c'est... automnal, hivernal, on va dire. Ça peut faire transition entre l'automne et l'hiver. Mais c'est trop bien. C'est des personnes qui vont se retrouver dans un manoir. Des fois, je me dis que je suis maudite. Qu'en fait, je ne peux pas aérer et vous faire une vidéo. Parce que la vie... J'ai entendu quelque chose tomber. Voilà. Et on entend toujours, je suis sûre. Désolée. Donc oui, ça peut faire transition automne-hiver et donc ce sont des personnages qui vont se retrouver isolés. Il y a aussi du coup la thématique de l'écriture, de la littérature. C'est tordu, c'est malsain, c'est tiré par les cheveux, mais c'est top. Donc je vous recommande fortement ce livre. Thriller on a aussi, et du coup là aussi ça peut faire transition automne-hiver, One by One de Ruth Ware, qui est traduit je crois par... Il y a Chalet, le chalet des disparus, je crois que c'est ça. En français, trop bien. Voilà, trop bien. Là, ce sont des personnes qui travaillent ensemble aussi, qui vont se retrouver dans un chalet, et petit à petit, les gens vont disparaître. Et on a aussi les personnes qui tiennent le chalet, qui sont là. Donc voilà, qui fait disparaître les gens, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisserai découvrir, c'était top, j'ai adoré. Voilà. Mais encore une fois, plutôt transition automne-hiver. On a aussi Agatha Christie. Bon là je vous ai pris le crime d'Halloween parce que Halloween, automne, voilà. Mais vous pouvez lire n'importe quelle Agatha Christie évidemment. Il y a le crime de l'Orient Express évidemment, les grands classiques, hein, Ils étaient 10. Et là, cette année, j'aimerais bien lire le meurtre de Roger Ackroyd. Je me suis fait spoiler qui est le coupable, donc ça m'embête. Mais c'est pas grave, je vais le lire quand même. Parce que c'est le suivant sur... Enfin j'aimerais lire les Hercule Poirot à la suite et du coup c'est le suivant. Donc voilà, celui-là je l'ai lu l'année dernière. J'aimerais bien aussi lire La Maison Biscornue, tiens. Et j'ai aussi commandé Le Flambeau, que j'ai trouvé d'occasion. Donc, parfait. C'est le soir d'Halloween et quelqu'un va mourir. C'est une petite fille d'ailleurs qui meurt, non? Il me semble que c'est une petite fille. Et donc c'est ce qui a légèrement inspiré A Haunting in Venice, le film de Kenneth Branagh. Et c'est pas du tout rien à voir. Mais si vous voulez regarder A Haunting in Venice, vous pouvez pour la saison, c'est parfait. Ça passe très bien pour Halloween et pour cette catégorie, hein, mais aussi pour... la catégorie suivante que je vous présenterai juste après. Donc, Agatha Christie. Et ensuite, je voulais vous proposer Dolores Redondo avec la trilogie du Bastan. Premier tome, Le Gardien Invisible. Ensuite, vous avez De Chair et d'Os. Puis vous avez Tempête quelque chose. C'est un peu du nom du troisième tome, mais donc, vous avez la trilogie qui mêle enquête et fantastique. Donc vous avez du folklore, vous avez aussi la mention de sorcière. Enfin vraiment, c'est... Ça, c'est une lecture d'automne parfaite, je trouve. Et vous avez aussi d'autres romans d'elle, donc par exemple Tout cela je te le donnerai, et qui va plutôt se... Bah il y a aussi un petit côté fantastique, mais qui va plutôt là se concentrer sur un écrivain qui va perdre son compagnon et qui va découvrir les secrets de sa famille. Donc voilà, ce sont des textes assez différents, mais les deux sont top, donc je vous les recommande évidemment. Donc ça c'était pour thriller, enquête, suspense, c'était ça. Pour identité et paradoxe, je vous propose
Seven Deaths of Evelyn Hardcastle de Stuart Tutton, qui donc s'est fait traduire par les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, il me semble. C'est l'histoire d'un homme, on ne sait pas trop, enfin un homme, oui, quelqu'un, on ne sait pas trop qui c'est, qui se retrouve à une fête et il doit découvrir qui a tué Evelyn. Et donc il va passer de corps en corps, donc il ne sait pas qui il est, d'où l'identité. Et il va passer de corps en corps pour essayer de savoir en fait ce qui se passe, qui va tuer Evelyn, qu'est-ce qui va se passer exactement. Et c'était vachement bien. Et il y a un paradoxe parce que je peux pas vous l'expliquer, mais vous verrez, ça s'explique quand vous lisez le livre. Top, ce livre est top. J'ai lu un autre livre de Stuart Tutton que j'ai pas du tout aimé, et donc il a sorti un autre livre là. Et je ne l'ai toujours pas lu parce que j'ai un petit peu peur, mais on verra peut-être. Ensuite, je vous ai dit philosophie. Et là je vous propose de découvrir Marianne Chaillan si vous ne l'avez jamais lu. Alors elle a écrit tout un tas de livres, là je vous en propose 2 mais en fait elle en a écrit plein sur divers sujets d'ailleurs. Alors elle parle beaucoup de pop culture, donc il y a par exemple In Pop We Trust qui va vous parler de philo en vous parlant de grandes séries ou de grands éléments de pop culture. Ah, au hasard. Une série, Jon Snow, raison, réel et croyance, voilà. Une partie sur Matrix, avons-nous accès au réel? Harry Potter, le temps est-il notre ennemi ou notre allié? Titanic, sans autrui, puis-je être un sujet? Et un dernier pour la route. Walter White, peut-on vouloir le mal? Voilà, donc c'est un aperçu, il est assez court, il se lit très bien. Et du coup ça vous permet peut-être d'entrer dans l'univers entre guillemets de Marianne Chaillan et d'avoir envie de regarder ou de lire, de regarder les séries et de éventuellement lire les livres qui y sont associés. Et vous avez aussi Game of Thrones, une fin sombre et pleine de terreur, qui m'a un peu aidé à me réconcilier avec Game of Thrones sans pour autant me réconcilier avec Game of Thrones, puisque c'est une analyse de la saison 8 faite par Marianne Chaillan. Elle a aussi écrit un livre sur Harry Potter, un sur Disney, elle en écrit d'autres qui sont moins centrés sur la pop culture, par exemple sur l'amour, sur écrire sa vie. Donc voilà, elle écrit tout un tas de livres, je vous la recommande fortement. Et enfin pour les mangas, alors c'est un livre que j'ai pas lu, c'est un livre de Mathieu que je viens de lui emprunter parce que je me suis dit que ça pouvait vous faire une bonne recommandation. Ce sont les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe, donc là je vous ai pris l'appel de Cthulhu, mais il y en a plein en fait. Vous avez les montagnes hallucinées, vous avez le cauchemar d'Innsmouth, vous avez la couleur tombée du ciel, je crois. Enfin voilà, vous en avez plein. Et alors je peux vous montrer peut-être sans vous spoiler. Voilà, ça donne ça. Voilà, hop. Donc si vous avez envie de découvrir les chefs-d'œuvre de Lovecraft différemment d'avec les romans de Lovecraft, vous pouvez les lire en manga. Voilà. Ah, moi je ne compte pas les lire en manga parce que je pense que... non. Je vais les lire voilà, je vais lire les romans et les nouvelles parce que lire les mangas, voir ce que Lovecraft donne d'écrire, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée pour ma santé mentale. Ensuite on passe à ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Alors, fatalité, deuil, esprit, fragments, secrets, combat, peinteresse, art et œuvres françaises. Alors là j'en ai plusieurs, j'aurais pu vous en recommander 10 millions de plus, mais non. Déjà en film, je peux vous recommander les autres, puisque c'est une famille qui est hantée par des esprits. Donc très sympa. Vous avez aussi le sixième sens, puisque là c'est un petit garçon qui est hanté par des esprits. Et Conjuring, il y a des esprits. Le 1 et le 2. Et après on s'arrête. Pour esprit secret, peintresse, art et œuvres françaises, donc là ça coche beaucoup de cases de cette catégorie là. Vous avez Les Errantes de Jo Witek. Alors elle a écrit Peur Express que j'adore et du coup je voulais tenter Les Errantes et c'était vraiment très bien. On va suivre 3 filles, il me semble qu'elles sont 3, j'ai un doute maintenant. Oui, Saskia, Suzanne et Anise. Oui, elles sont 3 et elles ne se connaissent pas, mais en fait il leur arrive des trucs et ce qui va faire qu'à un moment donné elles vont se réunir pour comprendre ce qui se passe. J'ai pas trop envie de vous en dire, mais oui, c'est de l'épouvante, c'est étrange, il y a des phénomènes surnaturels. Parfois ça fait un peu peur, je vais pas vous le cacher. D'ailleurs, voilà. Mais c'était vraiment très sympa, et donc c'est parfait pour l'automne, enfin, voilà, c'est parfait. Je ne sais pas où lire. Ensuite, un texte, en fait quand j'ai vu le mot deuil, j'y ai pensé direct, alors moi je pense que je le lirai, si jamais j'arrivais à suivre une palle, je lirai Pet Sematary de... Stephen King parce que je ne l'ai toujours pas lu. Je ne regarderai pas les films parce que non. Mais je pense que je lirai le livre parce que je l'ai depuis longtemps et il passe très bien pour cette catégorie. Mais du coup quand j'ai vu Deuil, j'ai pensé à un livre que j'ai lu moi quand j'ai perdu quelqu'un. Parce
que je me suis dit que ça pouvait aider, puisque je l'ai lu, alors j'ai vu ça dans The Novel Cure, que j'ai quelque part, il est là, ouais, que j'ai quelque part, donc ce sont des remèdes littéraires, et donc par curiosité je me suis dit, bah on va regarder les livres sur le deuil. Alors il y en a un que j'ai essayé, j'ai abandonné parce que ça allait pas du tout, les autres je les ai pas lus, j'ai juste, j'ai lu celui-là, donc After You'd Gone, quand tu es parti, je crois en français, oui, de Maggie O'Farrell, c'est le deuxième. Oui, j'ai lu 2 livres d'elle, j'ai aussi lu I Am sur, sur la mort d'ailleurs, donc vous pouvez aussi lire celui-là de Maggie O'Farrell. Alors par contre, I Am, ce sont des mémoires, le sous-titre en anglais c'est 17 Brushes, oui, 17 Brushes with Death, je crois. Il a été traduit, et il est très très beau, c'est très touchant, mais j'avais pas osé relire Maggie O'Farrell depuis ce livre en fait. Parce qu'il était effectivement très touchant, et bon, étant donné le titre et le sujet dont je vous parle, ça parle de deuil évidemment, et c'est voilà, très touchant, très triste, j'ai pleuré, et comme un petit, comme une petite Madeleine, dirons-nous. J'allais dire autre chose de plus violent, mais on va pas faire ça. Et par contre c'est très très bien écrit, voilà, j'ai envie de lire tous les livres de Maggie O'Farrell parce qu'elle écrit très très bien. Donc voilà, elle fait partie d'ailleurs des autrices qu'il faut que je continue à lire. Donc voilà, donc celui-là, et I Am, qui va donc plutôt se concentrer sur la vie de l'autrice, et qui est plus personnel mais qui est aussi bien écrit et qui est vraiment très très bon, donc je vous les recommande tous les deux. Et enfin, alors pour œuvre française, j'avais pensé à vous recommander Le Comte de Monte Cristo, mais pour moi c'est plus une lecture d'été. Je vais d'ailleurs lire des livres de... Je vais essayer de lire des livres d'Alexandre Dumas pour cet automne. Je me suis noté Les 1001 fantômes, et j'ai aussi Le Château d'Epstein, qui font aussi tous les deux très automnales, donc... voilà, je pense que je dirais ça. Mais donc non, je ne vous recommande pas Le Comte de Monte Cristo parce que... ouais, enfin, vous pouvez le lire bien sûr à ce moment-là, parce que c'est une grande histoire de vengeance, et du coup c'est très épique, c'est très long, c'est parfait en fait si on veut être sous un plaid en train de boire un chocolat au thé et de lire quelque chose d'intense, donc pour ça c'est parfait. Mais oui, pour moi c'est plus... ça se passe à Marseille, il fait chaud, donc moi ça se passe plus en été pour moi, donc je l'ai lu en été d'ailleurs. C'est peut-être aussi parce que je l'ai lu en été que ça me fait cet effet-là. Mais plutôt pour fatalité, je me suis dit, bon, bah du coup on va proposer des tragédies. Donc œuvre française, Phèdre de Racine. Alors je sais que tout le monde n'aime pas Phèdre, mais moi j'adore, c'est ma pièce préférée de Racine. Je pourrais d'ailleurs pratiquement toutes vous les recommander, sauf Bérénice, parce que Bérénice, pas de fatalité. Voilà. Donc pour œuvre française ça passe, mais pas pour la fatalité. Je pourrais aussi éventuellement vous recommander Cyrano de Bergerac, mais c'est pas vraiment une tragédie puisque c'est une tragicomédie, mais c'est une œuvre française. Et est-ce qu'on peut parler de fatalité? Est-ce qu'on peut parler de deuil? Combat, oui. Secret aussi. Ah si, Cyrano passe parfaitement. Autant pour moi. Arrêtons tout. Je vous recommande évidemment Cyrano de Bergerac, puisque ça passe pour secret, combat, œuvre française. Voilà. Merveilleux Cyrano, donc, qui est un homme qui est laid, parce qu'il a un grand nez. Et du coup, il n'ose pas déclarer son amour à Roxane, et donc il va tout de même aider un autre prétendant à la conquérir. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est très très beau, c'est une belle histoire d'amour. Donc voilà, donc quand même Phèdre de Racine, je ne l'ai pas dit, mais mythologie, voilà, c'est la malédiction des Atréides qui, il me semble que je dis pas n'importe quoi, mais ça fait longtemps que je l'ai lu. Il me semble qu'elle fait partie de la famille des Atréides. Mais en gros, sa famille est maudite, et donc elle aussi. Et donc ce qui va lui arriver n'est pas sympa. Et elle, par contre, fatalité, on y est. On y est bien. Et c'est très très beau, et c'est très bien écrit. Et je m'auto-donne envie de le relire, donc c'est cool. Et alors la dernière catégorie pour automne frissonnant, c'est les songes maudits de Carmilla. Et donc les noms-clés. Les mots-clés sont vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Bon alors là, vous vous doutez bien que j'ai 350 millions de choses à vous montrer. Donc, on va essayer d'être... On va même les classer parce qu'on est là. Merveilleux, j'ai réussi. Alors, est-ce qu'il y a d'abord des livres? Bon, il y a d'abord des livres que je n'ai pas. Carmilla, par exemple, de Sheridan Le Fanu, puisque, évidemment, c'est dans le titre, j'ai envie de vous dire, évidemment. Je l'ai lu il y a pas très longtemps et j'ai trouvé ça hyper beau, enfin, c'était très bien. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va rencontrer Carmilla et qui va on va dire, se laisser séduire. Donc il y a un petit côté saphique, en fait, dans ce classique. C'était vraiment très très bien, c'est très très bien écrit, et j'adore cette édition. Donc parfait. Je n'ai pas non plus Le Vampire de Polidori. En fait, je pensais ne pas l'avoir lu et je l'ai lu. Je m'en souviens pas. Mais comme c'est la nouvelle, on va dire, celle qui est parue en premier, avant Carmilla et avant Dracula, voilà, classique des classiques, si vous voulez découvrir la base de la base, on va dire. Voilà, le vampire. Bien sûr, alors est-ce que... Ah non, alors oui, non, je vais quand même vous parler de celui-là avant. Dracula, évidemment, enfin je suis obligée de Bram Stoker. Bon, j'ai vu certains avis qui disaient « Ah mais c'est chiant !» Non. Non, c'est pas chiant, c'est beau, c'est bien, c'est merveilleux.
Après je suis tombée amoureuse de ce texte quand j'étais gamine et je ne suis toujours pas remise de mes premières amours, dirons-nous. Donc voilà, j'ai du mal à envisager ce texte comme ennuyeux. Donc, mais après, si vous n'aimez pas, c'est pas grave, juste je suis pleurer dans mon coin et puis c'est tout. Mais c'est merveilleux. J'ai très envie de le relire, mais voilà, il y a tellement d'autres livres qui m'attendent. Mais il faudrait que je le lise quand même. J'ai pas lu cette édition d'ailleurs, que je trouve très belle. Voilà, vous avez des petites chauves-souris. Et à chaque début de chapitre, il me semble que vous avez aussi des petites chauves-souris. Donc je vous recommande évidemment ce texte, il est merveilleux. Et je vous recommande aussi une réécriture de Dracula, Anno Dracula. Donc tout ça c'est pour les vampires, hein. Clairement, voilà, on y est. Donc gothique, horreur, vampire surnaturel, manoir, nuit, voilà. Tout ça, ça coche à peu près tout, sauf les nouvelles. Donc Anno Dracula qui est une réécriture de Tim Newman. Et donc Dracula est l'époux de la reine Victoria. Et donc il règne sur l'Angleterre. Donc vous imaginez bien que Dracula qui règne sur l'Angleterre, c'est pas... voilà. C'est pas Jojo. Donc il y a des scènes ultra violentes. Et j'arrive plus à trouver mon édition. Je sais pas où je l'ai mise, mais c'est vraiment très bien. Et je vous le recommande, évidemment. Faudrait que je lise la suite un jour, ce serait bien. Mais en fait, comme on passe au XXe siècle, voilà, j'étais bien moi à l'ère victorienne. Donc il y a aussi d'ailleurs Jack l'Éventreur est mentionné. Sympa. Et vous avez aussi tout un tas de références à la littérature gothique, à la littérature d'horreur. Vous avez des personnages de Dracula qui se baladent dans le texte. Enfin, c'est trop bien. Vous avez tout un mélange en fait entre personnages historiques et personnages fictifs qui je trouvais génial. Donc, voilà. Mais j'arrête pas de vous recommander ces textes, donc vous les connaissez déjà. Ensuite, on a des petites maisons, hein, parce que bon, gothique, horreur. Surnaturel, manoir, moi c'est la maison hantée évidemment. Donc je vous recommande deux textes que j'ai rencontrés au même endroit, hein, chez Stephen King. Merci à lui d'ailleurs parce que ça fait partie de mes livres préférés de tous les temps. On a évidemment The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, que je ne vous présente plus parce que The Haunting of Hill House, traduit par La Maison Hantée chez Rivage. Merveilleux ce texte, formidable. C'est pas une horreur, une vraie horreur, enfin une vraie horreur, si c'est une vraie horreur, mais c'est plus l'angoisse. C'est le fait d'être dans un lieu où on est censé être protégé et en fait pas du tout. C'est le fait de se dire j'ai envie de quitter la maison mais je n'y arrive pas, j'ai envie de la quitter et en fait j'ai envie d'y rester. C'est le fait de ne pas avoir de chez soi, de foyer. C'est le fait de vivre en fait quelque chose de tellement dur. Enfin je veux dire, Eleanor dans ce texte, elle est tellement malheureuse et donc voilà. Donc pour résumer, ceux qui ne connaîtraient pas le texte, c'est parce que ça n'a rien à voir avec la série Netflix pour le coup, même si elle est géniale et que j'adore, d'ailleurs vous pouvez la regarder pour cette catégorie, même si elle est géniale et que j'adore, ça n'a pas grand chose à voir. Il y a des références, par exemple il y a la cadette de la famille qui s'appelle Shirley, en référence du coup. Mais sinon l'histoire n'a rien à voir, puisqu'on va suivre Eleanor qui est invitée à se rendre à Hill House, puisqu'il y a un professeur qui veut faire des expériences et qui veut voilà, savoir si la maison est hantée. Et donc elle va s'y rendre. Voilà. Bon, je ne vous donne pas la réponse, la maison est-elle hantée? Je ne sais pas. Et on a bien sûr la maison d'à côté, de Anne Rivers Siddons, donc je vous aurais bien montré mon édition, mais je ne l'ai pas. Donc là c'est la traduction. En anglais c'est The House Next Door, et c'est formidable ce texte. Il est méconnu, mais pourquoi? Lisez-le, il est formidable. D'ailleurs cette couverture est bien mieux que la couverture, là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc prenez cette édition, c'est génial. Voilà. Alors il y a un moment donné où ça devient un petit peu gore et où je me suis dit et en fait non, c'est trop bien, c'est très psychologique, on va nous parler d'architecture, on va nous parler évidemment de maison, et c'est très axé sur les personnages aussi. Donc voilà, c'était top, lisez-le. Voilà. Et puis c'est parfait, ça couvre tout à part nouvelle. Ah et encore, si on prend nouvelle comme l'adjectif, ça passe, ça couvre tout, lisez-le. Comme la dernière fois, mon appareil me dit « Hey, je suis plein !» Donc je reviens. Après, ce serait formidable si je pouvais lire dans ma balle, pour ce challenge, la maison dans laquelle, mais calmons-nous, restons zen. Nous verrons. Parce que... Bon, alors là, on va dire que c'est... l'un est de l'horreur et l'autre non. Alors, on va d'abord vous recommander l'horreur, l'autre est gothique. Manoir gothique, on va dire. On va rester sur le manoir gothique puisqu'on va rester sur les maisons. Et Unicorn de Iris Murdoch, qui a été traduit par, je crois, Le Château de la Licorne. Alors par contre, pour le trouver, je pense que ça va être compliqué parce qu'il a été traduit il y a longtemps. Donc voilà, je suis pas sûre que vous le trouviez. J'ai lu cet été, donc je vous ferai une chronique plus longue dans le bilan de l'été. Mais c'est l'histoire de Marion qui va devenir gouvernante, institutrice, préceptrice, professeur privé, pour des enfants. Dans cette maison qui, alors, je sais plus si ça se trouve sur une île ou si ça se trouve juste très très loin dans les terres, mais en gros l'atmosphère est étrange, la personne qui vit dans cette maison est étrange,
que Olivier il arrive exactement, voilà. On ne sait pas trop est-ce que c'est surnaturel ou pas, voilà. Je vous laisserai découvrir ça, mais c'est vraiment... C'était très très bien écrit, c'est top. J'ai très envie de lire d'autres livres d'Iris Murdoch, notamment The Sea, je voulais lire ça cet été, The Sea, mais je ne l'ai pas trouvé dans l'édition que je voulais. Mais c'est pas grave, je lirai d'autres textes d'elle. Voilà, lisez-le, c'est formidable. Elle mérite d'être plus connue en France. Et on passe donc à l'horreur, là, pour le coup. Alors, est-ce que c'est gothique? Je ne sais pas. Par contre, il y a des passages qui se passent la nuit et il y a du surnaturel. Donc, on va dire que ça passe. The Fisherman de John Langan, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est Lovecraftien. Et on va suivre deux pêcheurs qui vont aller dans une crique. Et dans cette crique, il s'est passé des choses spéciales avec ce Fisherman. Et voilà, donc c'était assez effrayant. La fin est super, la fin est géniale. Il y a des scènes, voilà, et c'était vraiment très bien écrit. Donc je vous le recommande fortement. J'aime bien, finalement je voulais pas cette édition, je voulais celle-là. Mais en fait j'aime bien cette édition, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc... voilà, elle est top. Puis elle est décalée exactement comme l'histoire, donc très très bien, je vous recommande. Et donc on passe aux nouvelles. Alors là j'en ai plusieurs, j'essaie d'être assez rapide. Donc des textes dont je vous ai déjà parlé et d'autres dont je vous ai moins parlé, on va dire. Alors déjà dans les classiques on a Oscar Wilde, The Complete Short Stories. Alors vous pouvez lire en français des recueils de nouvelles d'Oscar Wilde avec par exemple Le Fantôme de Canterville ou comment ça s'appelle? Je sais que je l'ai acheté en double comme une idiote. Le Crime d'Arthur Saville, je crois. Je ne sais plus. Le Crime de Lord Arthur Saville, voilà, c'est ça. Donc voilà, vous avez tout un tas de nouvelles qui sont qui sont surnaturelles. Parfois, par exemple, le fantôme de Canterville, vous vous doutez bien qu'il y a un fantôme. Je crois, il me semble que le Crime de Lord Saville était aussi surnaturel, mais j'ai un doute. Mais enfin bref, c'est très bien écrit, c'est très beau. C'est assez cruel aussi la plupart du temps. C'est une bonne façon de redécouvrir Wilde si vous n'avez lu que Le Portrait de Dorian Gray, que bien sûr vous pouvez aussi lire pour le challenge parce que ça passe totalement. Dans les nouvelles dont je vous ai aussi déjà parlé, The Bloody Chamber d'Angela Carter, déjà rien que cette couverture, bon voilà, c'est très spooky donc ça passe. Donc ça a été traduit par La Compagnie des Loups parce qu'il y a une des nouvelles qui s'appelle The Bloody Chamber, mais il y en a une autre qui s'appelle And the Company of Wolves, je crois. Ça fait longtemps que j'ai lu ces livres. Très longtemps. The Company of Wolves, voilà. Et donc vous avez des réécritures de contes horrifiques qui sont géniales. Voilà, c'est formidable. C'est bien écrit, c'est aussi féministe et c'est très bien. Et cette couverture, enfin je suis désolée, mais cette édition que je m'étais dit elle est blanche, elle va se salir et elle va dépérir. Non, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Faut aussi que je continue d'ailleurs à lire Angela Carter. Et vous avez aussi, pour achever les classiques, The King in Yellow de Robert W. Chambers, donc Le Roi en jaune. Ici, il y a les 4 nouvelles dans lesquelles se trouve Le Roi en jaune, parce que vous avez en fait plus de nouvelles écrites par l'auteur, dans lequel il n'y a pas toujours du coup ce Roi en jaune. Donc dans cette édition, il n'y a que les 4 du Roi en jaune, donc je vais essayer de trouver une édition avec les autres nouvelles pour pouvoir toutes les lire, mais cette édition est géniale. Enfin, j'adore cette édition, elle est shiny. Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, en gros, ça se centre sur une pièce de théâtre, il me semble, hein, si je ne dis pas n'importe quoi. Voilà, une pièce de théâtre maudite qui en fait maudit ceux qui la lisent. Et voilà, rien que ça, c'est merveilleux. Et oui, effectivement, ça a inspiré les créateurs de True Detective. Voilà, puisque Chambers a influencé pas mal d'auteurs, notamment Lovecraft. Donc voilà, il faudrait un jour que je lise Lovecraft, ce serait pas mal. Et pour les nouvelles, il nous reste un recueil et une novella. Alors le recueil c'est Nous parlons depuis les ténèbres, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Bah voilà, l'horreur là on y est, hein, y a pas de problème. Puis vous avez tout un tas d'horreurs différentes, donc c'est très bien, vous avez du surnaturel, vous avez l'horreur humaine, comme je vous en ai déjà parlé, Tu aimes les enfants dans ce recueil, absolument horrible. Mais vous avez l'horreur surnaturelle avec La Boutique par exemple, qui est aussi très très bien, ou avec Val d'errance de Lizzie Felton, très sympa, La Boutique était vraiment très bien. Pas de deux avec les ténèbres aussi, c'était vraiment très bien, et c'est aussi surnaturel. Donc voilà, si vous voulez aussi en plus découvrir des autrices, c'est génial. Ou continuer à lire des autrices, d'ailleurs peut-être que vous les connaissez déjà. Et donc la dernière nouvelle, c'est Un zélote s'en allait au bois d'Anaïs Hector, voilà, tout petit. Qui est très sanglant, et qui est, oui c'est clairement de l'horreur, voilà, nouvelle horrifique, mais je veux pas vous en dire trop. Sachez juste que c'est spécial, c'est étrange, mais c'est vachement bien.
j'ai adoré. Ok, on passe à automne rayonnant, donc on change de catégorie. Automne rayonnant, en première catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Les mots-clés sont mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Alors déjà, pour la mythologie, on a, si vous voulez pas lire que de la fiction, Libre comme une déesse grecque, dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme, de Laure de Chantal, qui va revoir les mythes, mais en nous parlant surtout des femmes qui se trouvent dans ces mythes, et c'était ultra intéressant. Alors, j'ai cru comprendre que tout le monde n'appréciait pas cet essai, parce que du coup, c'est une réinterprétation en quelque sorte des mythes. Moi, j'ai trouvé ça ultra intéressant, en fait, c'est une autre façon de voir, et du coup, ouais, ça m'a inspiré, j'ai trouvé ça cool. Et puis, on redécouvre des mythes, ou alors on apprend de nouveaux mythes, donc c'est quand même vachement sympa. Donc je vous le recommande évidemment. Bon, alors les autres je ne les ai pas puisque je les ai empruntés pour les lire. Alors on a, bon alors Lore Olympus, je pense que tout le monde connaît, de Rachel Smythe, c'est une BD qui va raconter de nouveau l'histoire d'amour entre Hadès et Perséphone. Voilà, je vous la mets là parce que je l'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Par contre je sais plus où je suis arrivée, hein, parce que moi je l'avais lu sur internet, je ne sais pas où je suis. Clairement je ne sais pas où je suis, mais voilà, cette BD existe et elle est pas mal. Elle est par contre très longue et du coup peut-être qu'elle est un peu trop longue, mais je me souviens que j'avais aimé quand je l'ai lu. Et je l'ai découverte grâce à Liv Albert, je crois que c'est Liv, qui a écrit Greek Mythology. Ce livre est génial. Ce livre est génial. Voilà, j'adore. J'ai déjà lu beaucoup de livres de mythologie, mais alors celui-là, je l'ai trouvé vraiment trop bien. D'ailleurs, j'aurais aussi pu vous recommander Mythology d'Edith Hamilton, qui est aussi trop bien, dans cette édition illustrée formidable. Donc voilà, vous avez des non-fictions à découvrir, ça vous raconte l'histoire des dieux, ces 2 livres sont illustrés. C'est très sympa. Vous avez aussi les Amazones d'Adrienne Mayor qui a donc été traduit, parce que je l'avais dit, lu en anglais, The Amazons, et je me souviens plus du tout du sous-titre, mais on va le retrouver. C'est une non-fiction aussi sur les Amazones, du coup je pense que vous aurez compris. Ça va parler des découvertes archéologiques et des mythes qui entourent les Amazones. Ça va aussi parler du coup de... J'ai fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise. Des légendes en fait qui entourent ces femmes, mais aussi de la vie potentielle qu'ont eu ces femmes guerrières, puisque l'autrice émet l'hypothèse qu'en fait il y avait effectivement des femmes guerrières à l'époque grecque, et donc elle prouve ça par des arguments archéologiques, tout ça, et donc elle va aussi parler de la société grecque en général. Donc le sous-titre c'était Lives and Legends of Warrior Women Across the Ancient World. C'était ultra intéressant, j'ai adoré ce livre quand je l'ai lu. C'était super longtemps mais top. Ensuite on a Mythes et Meufs de Blanche Sabat, donc il y a 2 tomes, et là du coup vous avez les mythologies, la mythologie, vous avez le féminisme, vous avez l'émancipation, la liberté et les chasseresses, puisque vous avez certaines figures qui sont rapprochées. Alors je crois pas qu'il y ait Artémis, mais je pense qu'il y a une guerrière d'Artémis, j'ai un doute. Mais voilà. Vous avez... Ou alors vous avez aussi des villains comme Poison Ivy. Donc voilà, ça passe on va dire pour absolument toutes les catégories. Et c'est vraiment très très sympa, c'est intéressant. Alors je suis pas forcément d'accord avec absolument tout, parce qu'il y a des moments où c'est un petit peu anachronique comme analyse. Parce qu'on sent que c'est une femme du 21e siècle qui analyse des mythes antiques par exemple. Mais c'est quand même ultra intéressant et c'est super bien illustré, donc voilà, je vous les recommande. Et j'ai adoré par exemple, c'est assez diversifié aussi. Et dans le premier tome, il y a un passage sur la Caraba la sorcière, et ça c'était génial. Ensuite, un texte que j'ai prêté, mais que je peux vous recommander ici, Reine d'Égypte de Shi Inudo, le manga donc qui raconte la vie de la reine Hatshepsut. Alors c'est fictif, mais c'est inspiré de biographies qui sont sorties, de biographies anglophones notamment. Donc voilà, c'était vachement bien. Alors là, ça rentre aussi pour à peu près tout. Même pour mythologie en fait, parce que du coup c'est la vie d'Hatshepsut, mais mythifiée en quelque sorte, fictionnalisée. Donc voilà, je vous le recommande fortement, c'était vraiment très bien, j'aime beaucoup les dessins, j'ai pleuré à la fin. Donc Et enfin, je vous recommande Alias Grace de Margaret Atwood. Ça fait très longtemps que je vous ai parlé de ce texte, donc je vous le recommande. Qui a été traduit par Captive en français. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est accusée, d'ailleurs elle a été condamnée il me semble, pour le meurtre de son employé et de la gouvernante, je crois. Et donc il y a un homme, un psychologue, qui va venir l'interroger en prison parce qu'il veut comprendre pourquoi elle a fait ça. Et c'était ultra intéressant et c'était génial. C'est mon préféré je crois de Margaret Atwood. Parce que j'ai aussi lu The Handmaid's Tale qui est quand même... Enfin je l'ai beaucoup aimé aussi. Mais il m'a beaucoup déprimée. Alors celui-là est moins déprimant, mais du coup c'est pas non plus très joyeux. Bon. Mais je vous le recommande fortement, il est bien écrit, il est long, mais c'était top. Et ça fait aussi fiction historique puisqu'il me semble c'est arrivé dans les années 1840, donc ça coche pas mal de cases.
Et nous avons fini cette catégorie. On passe à ma meilleure ennemie. Dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Alors c'est là que j'aurais pu vous recommander les 2 livres que j'ai écartés, que je vais ressortir, en ayant fait tous les autres livres bien sûr, sinon ce n'est pas drôle. Ce sont des livres que je recommande régulièrement pour l'automne parce qu'ils sont formidables et merveilleux. C'est The Secret History et If We Were Villains, donc The Secret History de Donna Tartt et If We Were Villains d'Emile Rio, qui sont tous les deux des romans de Dark Academia, qui se concentrent sur des étudiants qui font des études assez classiques. Donc ici c'est lettres classiques, donc grec, latin, et ici ce sont des étudiants qui étudient donc Shakespeare. Je vais y arriver. Et il va se passer quelque chose, il va y avoir un meurtre et on va donc découvrir comment c'est arrivé et les conséquences de ce qui est arrivé. Donc c'était formidable. Je ne sais pas lequel je préfère entre les deux, j'ai adoré les deux. Mais du coup là ça passe pour Rebelle, je pense. Je voulais absolument vous parler de ces livres. Il y a un livre que je voulais vous recommander que je n'ai pas retrouvé, je ne sais pas où il est. D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, là ça passe pour Dualité puisque c'est l'histoire d'une jeune femme et on se demande qu'est-ce qui lui arrive à cette jeune femme, que se passe-t-il. Alors je ne sais pas ce que je peux vous dire exactement parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler ça. Ok, d'après une histoire vraie, je crois que je l'ai prêté, mais à qui? Qui a Delphine de Vigan? C'est un thriller psychologique. C'est une femme qui va rencontrer une autre femme qui s'appelle Elle. Donc L.L, juste Elle. J'ai pas trop envie de vous en dire parce que ce serait vous spoiler et je n'ai pas envie. Mais c'était vachement intéressant. Donc voilà, ces femmes sont diamétralement opposées dirons-nous, donc c'est pour ça que ça passe pour Dualité. Et donc pour Dualité on a aussi Dr Jekyll et Mr Hyde évidemment. Je suis si prévisible. Donc l'histoire du Dr Jekyll qui veut absolument se séparer de sa part mauvaise. Voilà, il veut virer le mal en lui, voilà, il veut le faire sortir et qu'il soit uniquement bon. Sauf que du coup, il donne vie au mal en lui et ça devient Mr Hyde. Et voilà, c'est très court, c'est très bien et c'est bien écrit et c'est formidable et je vous le recommande évidemment, mais je vous le recommande à chaque fois donc allez les lire, ces livres. Et enfin le dernier, là aussi c'est pour Dualité, c'est aussi pour Enemies to Lovers. Je pense que ça passe. Les nanas, voilà. J'ai pas les premiers tomes parce que je les ai prêtés à ma sœur, mais voici le tome 6. On va dire que pour Dualité ça marche très bien puisque Nana et Hachiko ne se ressemblent pas du tout. Elles sont à l'opposé l'une de l'autre et pourtant elles vont devenir amies. Et voilà, c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu, si pas le meilleur manga que j'ai lu de ma vie. J'adore ce manga, c'est mon préféré. Voilà, donc je vous le recommande fortement si vous ne l'avez pas encore lu, puisque c'est l'histoire d'Hachiko et de Nana qui vont se rencontrer et qui vont vivre ensemble. Et voilà, ça va raconter leur vie en fait. Et c'est beau. C'est beau, c'est triste, c'est touchant, c'est terrible. La vie quoi. Pour Steampunk, j'en ai un. Ce qui est incroyable parce que normalement Steampunk j'ai rien du tout. Mais je me suis rendu compte que c'était écrit sur le résumé. Donc je vous le propose, hein. Parce que je ne savais pas où le mettre. Feuillet de cuivre de Fabien Clavel, qui est ultra violent, qui est génial. Voilà, c'est trop bien. Je l'ai lu super vite, c'était formidable. C'est l'histoire de Ragon, il me semble que c'est ça le nom, oui, de l'inspecteur Ragon, qui va donc enquêter sur certaines affaires. Et donc ça va être un peu sous forme de recueil de nouvelles, mais en fait il y a quand même un fil directeur, c'est quand même un roman. En fait c'est un roman composé de nouvelles, si vous voulez. C'est top. D'ailleurs là je vois à la croisée des feuilletons du 19e et des séries télévisées modernes. Donc voilà, si ça peut vous aider à entrer dans le texte, c'est formidable, c'est très bien écrit, c'est formidable. Je l'ai lu il y a super longtemps, mais je me souviens que ça m'avait frappé parce que c'était ultra violent justement, et parce que même si c'était ultra violent, je trouvais ça génial. Voilà, et c'est bien écrit en plus. Que demande le peuple? On passe à la suite. Pour nous qui avons besoin de souffler. Nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. Alors, on va commencer par la poésie. Je vous recommande 3 recueils. Alors évidemment, je vais commencer par celui que vous avez tous lu, n'est-ce pas? Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Bien sûr, poésie, Baudelaire, allez-y. Alors par contre, je ne suis pas sûre que ça vous apporte la paix, je ne vais pas vous le cacher, ni que ça vous donne de l'espoir, parce que Les Fleurs du Mal, c'est triste. Voilà. Mais c'est formidable, c'est beau, c'est merveilleux, et il faudrait que je le relise parce que ça fait 107 ans que je ne l'ai pas lu. Mais voilà, c'est le meilleur poète de la Terre. Récemment, j'ai aussi lu les poésies philosophiques et autres œuvres de Louise Ackermann, donc si vous voulez découvrir une poétesse, Louise Ackermann, c'est sympa. Vous avez aussi Louise de Villemorin, vous avez Rosemonde Gérard, vous avez Marceline Desbordes-Valmore, mais alors là encore, pour la paix et l'espoir, on n'y est pas trop. Vous avez Anna de Noailles, vous avez tout un tas de poétesses à découvrir si vous voulez aussi découvrir des poétesses, puisque on parle beaucoup des poètes, assez peu des poétesses, donc allez les découvrir. Et si la poésie c'est pas trop votre truc mais que vous avez quand même envie de tester, parce que bon, peut-être que c'est sympa, je vous propose l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou. Alors dit comme ça,
Mais en fait vous avez tout un tas de poèmes, vous avez de très grands poèmes. On commence bien sûr au Moyen-Âge. On commence avec Eustache Deschamps, que je ne connais pas du tout. Hein. J'ai lu l'anthologie mais je ne connaissais pas ce poète. Et on s'arrête avec Paul Éluard. Donc vous avez une grande variété de poètes, vous avez quelques poétesses mais pas beaucoup. Hein. Mais bon, si vous voulez tester si la poésie, voilà, vous savez pas trop où commencer, quoi lire, c'est sympa de commencer par les anthologies. Après vous avez aussi des anthologies de poétesses, hein, si vous voulez. Et j'ai aussi un solarpunk à vous proposer, Moine et Robot. Alors je crois que c'est Histoire de Moine et de Robot, de Becky Chambers, parce que, bah oui, si on veut de l'espoir, c'est pas mal de lire Becky Chambers, hein. C'est plus sympa que les bouquins post-apo ou que les livres voilà, de dystopie, c'est plus... voilà, on est bien dans ces livres-là. Donc en fait, n'importe quel Becky Chambers. Mais surtout, Histoire de Moine et de Robot, parce que c'était chou, c'était doux. Parfois c'était peut-être un petit peu... En fait c'était peut-être pas tout à fait subtil parfois, mais je sais pas, moi je me sentais bien avec... comment il s'appelle, Dex? Ouais, avec Dex, c'était sympa. Voilà, donc je vous le recommande évidemment. On arrive à la dernière catégorie d'automne rayonnant. Rester tout le temps avec Brindille, amitié, animaux, soins aventurières, changement, jeunesse et BD. Alors là, j'en ai quelques-uns. Bon, alors, je vais être ultra originale et je vais vous recommander Heartstopper. Oh waouh! Mais c'est surtout parce que Heartstopper c'est cosy, je trouve, et que donc dans Automne rayonnant pour moi c'est cosy. Donc voilà. J'ai regardé 150 fois la série, je ne vais pas vous le cacher. J'ai lu seulement 2 fois les BD. Mais je trouve ça très cosy et très chou, très mignon. Et donc voilà. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande. C'est l'histoire de Nick et Charlie qui se rencontrent. J'ai aussi La Cité des Brumes oubliées de... Alors, je ne me souviens plus de son prénom. Je sais que son nom de famille c'est Kashiwaba, mais alors son prénom... Sachiko, non, j'ai un doute. Suspense. Est-ce que c'était Sachiko? Oh, c'était Sachiko, merveilleux. Donc, La Cité des Brumes oubliées de Sachiko Kashiwaba qui a inspiré Le Voyage de Chihiro de Miyazaki et qui... Alors moi j'ai trouvé ça très doudou, très cosy. J'étais vraiment trop bien dans ce livre, je l'ai adoré, c'était top, c'était très court. Et oui, moi j'étais trop bien dedans. Le personnage principal par contre s'appelle Lina, ce qui m'a perturbée, parce que je m'attendais à un personnage avec un prénom japonais. Mais c'était très chouette. En fait, la petite Lina va se retrouver à passer des vacances dans un lieu reculé, et elle va devoir travailler pendant ses vacances, et elle va se retrouver donc dans la Cité des Brumes oubliées, et c'était trop bien. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille de le lire. J'aimerais beaucoup lire d'ailleurs un autre texte de l'autrice qui s'appelle La Maison des Égarés, je crois. Donc voilà, peut-être cet automne, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors là, du coup, c'était pour la jeunesse, hein, La Cité des Brumes oubliées. Et pour, du coup, amitié, animaux et aventuriers. Aventurière, ouais. Je vous propose Les Mémoires de la Forêt. Alors, je vous ai pris le tome 1 parce que c'est le premier, si vous ne l'avez pas lu, donc Les Souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est très doux. Et c'est très triste. Et c'est très... Voilà, c'est très chou. Cette taupe est adorable, je vous le dis. Mais c'est très triste, par contre. C'est écrit gros, enfin c'est un livre pour enfants, donc c'est assez, ça se lit très vite. Et vous avez des illustrations de Sanoé qui sont vraiment top. J'espère que vous les voyez bien. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette série si vous ne l'avez pas encore lu. Elle est finie d'ailleurs. Mais donc là, par contre, c'est plutôt pour moi un tome d'été. Oui, c'est l'été, puisque ça suit les saisons. Donc le tome de l'automne, c'est le tome 2, les carnets de les carnets de Cornelius Renard, je vais y arriver. Donc là, vous avez aussi... Voilà, vous avez des petites choses comme ça, des illustrations. Voilà, hop. Donc c'est plutôt lui qu'il faudrait lire, mais si vous n'avez pas lu le tome 1, il faut d'abord lire le tome 1. Mais clairement, c'est... Voilà. Ça fait très automne. Et pour vous résumer le tome 1, parce que je ne l'ai pas fait, c'est l'histoire d'Archibald, qui est donc le renard qui tient la librairie de Belle Écorce. Et un jour, son ami Ferdinand vient le voir pour qu'il lui rende un livre qu'il lui a donné. Sauf que ce livre a été acheté, et donc ils vont se mettre en quête de ce livre, parce qu'il faut retrouver les souvenirs de Ferdinand qui est en train de les perdre. Vous voyez pourquoi c'est triste. D'ailleurs, il y a d'autres livres avec surtout de la fantaisie animalière. Il y a Férocité que j'ai et que je n'ai toujours pas lu, et qu'il faudrait que je lise. Donc peut-être que je le mettrai dans ma palle, entre guillemets. C'est pas mal. Enfin, automne extraordinaire. La bonne auberge de la pierre levée. Les mots-clés sont fantasy, quête, JDR, médiéval, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Alors là, j'ai pété un plomb un peu, hein, donc j'ai caché les livres parce que vous alliez les voir, ils sont là. Et j'ai pris plein de livres. Alors, bon, on va passer très vite sur celui-là parce que... Voilà. Game of Thrones, de George R. Martin, si vous ne l'avez toujours pas lu, faites-le. Même si la série finit mal, même si la saison 8 est pourrie, même si on ne sait pas si on aura la suite un jour, lisez quand même.
George R. R. Martin. Je trouve que c'est bien écrit, je trouve que c'est prenant, je trouve qu'on est vraiment dans le roman. Alors par contre, là, le texte a été retraduit parce que la traduction française de base était très médiévaliste, alors que là pas du tout. Et c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc j'ai relu ce tome 1 en essayant de trouver tout un tas d'indices pour éventuellement comprendre la suite des événements. Bon bah je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Game of Thrones, donc qui a été traduit par le Trône de Fer, c'est l'histoire de familles qui se trouvent sur un continent qui s'appelle Westeros et qui vont se battre pour le pouvoir. Et ça finit mal pour beaucoup d'entre eux. Voilà, mais trop bien, trop bien. Non, c'est gros et mais c'est trop bien. Ensuite, je vous recommande, alors on va mettre ça dans le bon sens, Les Faucons de Ravera, donc la trilogie. Vous avez donc le tome 1, La sorcière captive, le tome 2, je ne sais pas comment il s'appelle en anglais, en français, puisque je l'ai en anglais, The Defiant Hair, et le tome 3, The Unbound Empire. C'est très bien. Voilà. Enfin. Non, c'est un peu inspiré de l'Italie. J'aime beaucoup le système de magie, c'est bien écrit, c'est prenant. On a envie de suivre les personnages. Et voilà. Je ne peux que vous recommander cette série qui est... voilà, c'est juste trop bien. Et il y a une série, une autre trilogie qui est sortie dans cet univers, qui commence par The Obsidian Tower, que je n'ai pas encore lu. Et en fait, j'attends d'avoir la trilogie complète pour les lire tous, parce que... Enfin, j'ai envie de relire cette trilogie pour lire ensuite la nouvelle trilogie, ce qui, je pense, n'est pas nécessaire. Mais du coup, dans cette trilogie, on va se retrouver dans une des régions, on va dire, du monde qu'a créé Melissa Caruso, puisque, vous savez... Alors, attendez, est-ce que je vais vous... non, je ne vous spoil pas. Voilà. Vous avez une carte. Et donc, on est ici, dans les Faucons de Ravera, donc dans le Syrian Empire. Et on va se retrouver en Vaskandar dans cette série-là. Donc, voilà, très envie de lire cette suite. Sachant du coup que dans cette première trilogie, on a un triangle amoureux qui, pour une fois, ne m'a pas énervé. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est une de mes séries de fantasy préférées en fait, maintenant que j'y pense. Donc, je ne peux que vous la recommander. Donc dans la fantasy, je vous recommande aussi une de mes séries préférées de fantasy avec Game of Thrones, donc avec le Trône de Fer. Les Bagnés et les Proscrits, alors vous avez ici l'édition française Le Feu de la Sorcière et l'édition anglophone Witchfire. J'ai d'ailleurs trouvé les 2 derniers tomes en anglais, parce qu'en fait j'avais les 3 premiers en anglais et je ne trouvais pas les 2 derniers parce que ce n'est plus édité en anglais. Ou alors dans une édition affreuse que je vous mets ici, et c'est pas possible, non, parce que je voulais la même édition que ça. Sachant que c'est pas tout à fait la même édition, enfin vous verrez, je vous les montrerai tous ensemble et c'est pas tout à fait ça. Et je les ai enfin trouvés, et donc ils arrivent. Donc je vais pouvoir me refaire toute la série, là. Formidable, j'ai trop hâte. Donc j'ai très envie de tout relire. Que vous dire sur Les Bagnés et les Proscrits, c'est merveilleux, c'est une histoire... C'est merveilleux, non, c'est horrible. C'est vraiment une histoire horrible, et c'est vraiment une histoire sanglante, violente. C'est pas sympa en fait ce qui se passe, c'est juste horrible. C'est l'histoire d'Elena qui devient, comment dire, qui a ses règles pour la première fois. Et donc elle devient une sorcière. Et elle est cherchée par le Seigneur des Ténèbres. Alors jusque là ça a l'air pas très original. Mais alors moi quand je l'ai lu, j'avais jamais lu de série de fantasy. Et en fait il y a des personnages qui vont se regrouper un peu comme dans la communauté de l'anneau. En fait elle va trouver des compagnons qui vont... le but ça va être de détruire le Seigneur des Ténèbres parce que sinon ils risquent d'envahir le monde et de gagner et tout ça. Et c'est trop bien, voilà, c'est trop bien. Par contre c'est vraiment dégueulasse, il y a vraiment des scènes de sorcellerie immondes. Voilà. Mais c'est trop bien. Et du coup au fur et à mesure des tomes, on a des nouveaux personnages qui apparaissent et qui vont finir par... faire grossir la communauté, sachant qu'il y en a quand même pas mal qui meurent, donc en fait, bon, la communauté grossit vite fait, quoi. Il y en a qui sont disparus entre temps. Voilà. Mais c'est top, je ne recommande pas assez cette série, lisez-la, elle est formidable. Et en plus, elle est vachement... Enfin, j'ai l'impression qu'elle est plus connue en France que dans les pays anglophones, parce que du coup, comme je vous le dis, ce n'est pas réédité en Angleterre ou aux États-Unis. Par contre, en France, on a plusieurs rééditions. Donc voilà. Donc, alors, ça, moi j'ai la première édition, quoi. Voilà, je crois que c'était pas un livre offert. Si, voilà, c'était un livre offert pour 2010 poches acheté. Je l'ai vu, j'ai fait, oh, pourquoi pas. Et je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, c'était trop bien. Je vous recommande aussi Le Chant des Géants de David Brie. Alors, il me semble que je l'ai fait signer ce texte. Et j'ai lu pour le Plib. Alors au début j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans et puis finalement c'était formidable et j'ai beaucoup pleuré parce que c'est logique ce qui se passe, hein. Mais c'est d'une tristesse. C'est terrifiant. Je vais juste vous lire le résumé en fait puisque c'est le début du texte.
Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Ouestan, où dorment 3 géants, Baïl aux rêves de mort et de musique, le Borcham, mère du brouillard, des collines et des plaines, et enfin le puissant Fresh, aux songes de gloire et de bataille. Je vais vous parler de guerre, d'amour et de trahison, de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler de grands espoirs, de ce qui est vain, de ceux qui meurent. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller. Voilà. Mon histoire commence sur la lande, en bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. Voilà, c'était vachement bien, c'est assez court, et c'est... Oui, ça passe très bien pour fantasy, quête. Alors oui, tout ça, ça passe pour, du coup, fantasy, quête et médiéval, du coup. Et pour voyageurs aussi, puisque du coup, bah, y a côté voyage. Et le... Non, il y en a un autre. Autant pour moi, c'est un 5 que j'ai pas, donc je vous le dis maintenant. Je vous recommande aussi Amina Al-Serafi de Shannon, je crois. Chakraborty, il me semble. Du coup, c'est pour le voyage. Alors, c'est de la fantasy et il y a une quête et on part en voyage. Et c'est l'histoire d'Amina, du coup, qui a décroché. Voilà, elle était pirate, mais elle ne veut plus l'être. Et elle est embauchée. Elle doit donc reprendre du service et elle va partir en quête. Et c'était trop bien. Voilà, c'était génial. C'était top. J'ai adoré. J'ai écouté l'audiobook qui était assez long parce que le livre est assez gros. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, normalement, le tome 2 devait sortir cette année. Et en fait, non. Voilà. J'espère qu'il sortira l'année prochaine parce que j'ai très envie de le lire pour le coup. Et donc le dernier, j'arrive enfin au dernier, Fantasy et Moyen-Âge, sous la direction de Victor Batagian et d'Anne Besson. Donc c'est un très beau livre. Alors bonjour, qui êtes-vous? Je pense que c'est la carte, oui. C'est un très beau livre alors qui s'abîme sur la couverture, ici par exemple, mais qui est très beau à l'intérieur puisqu'il est... Voilà, je vais essayer de vous faire voir, voilà, il est illustré, vous avez plusieurs parties sur la littérature, sur l'histoire, tout un tas de recommandations de textes. D'ailleurs ma palle a explosé, ma wishlist et ma palle ont explosé en fait quand j'ai lu ce livre. Voilà, vous avez des recommandations de textes, donc des recommandations de films aussi il me semble et de séries. C'est formidable. Et donc vous avez toute une réflexion sur le lien entre fantasy et Moyen-Âge, sur le fait que la littérature est influencée par l'histoire, et voilà. Et sur le fait aussi que la façon dont on raconte l'histoire est influencée par la littérature. C'était génial. Et d'ailleurs la dernière partie, je me souviens plus, c'est quoi? Les incontournables de la fantasy médiévale. Donc oui, voilà, celui-là il passe vraiment pour fantasy et médiéval, ça passe très bien. Et donc c'est de la non-fiction, si vous n'avez pas envie de lire que de la fiction pendant le challenge. Donc j'ai fini pour la première catégorie. On a ensuite chaudron, foudre et clair de lune, fantastique, magie, sorcière, potions, infusion, herboristerie, amour et famille. Je suis partie exclusivement sur des livres de sorcières, parce que j'adore les livres avec des sorcières, donc forcément. Donc ça passe pour fantastique, magie, sorcière, potions, herboristerie aussi, amour et famille. Practical Magic de Alice Hoffman. Ce texte est formidable, j'adore ce texte. Je pense que c'est pas mon livre préféré de la série puisqu'il y a 4 tomes en tout. Il y a aussi Lessons in Magic, The Book of Magic et... Non, c'est Magic Lessons, c'est pas Lessons in Magic, c'est Magic Lessons, The Book of Magic et le dernier. Le dernier, je vais pas le retrouver parce qu'évidemment, The Rules of Magic, voilà. Donc vous avez Practical Magic qui est le tome 1, qui a été traduit par Les Ensorceleuses en français. Il y a un film aussi du coup. Ensuite vous avez alors le tome 2, directement après Practical Magic, c'est The Book of Magic. Mais vous avez aussi 2 tomes précédents, Magic Lessons qui se passe du coup dans le passé lointain, et The Rules of Magic, il me semble que c'est ça. Est-ce que je dis n'importe quoi ou est-ce que c'est ça? Dans Practical Magic on découvre les 2 jeunes... Est-ce qu'elles sont vraiment jeunes pour le coup? Parce que c'est pas des adolescentes il me semble, hein, dans Practical Magic. On va suivre Sally et Gillian. Non, je crois qu'elles sont adultes. Hein. On va suivre 2 femmes, Sally et Gillian, qui sont donc des sorcières. Et donc on va découvrir en fait, bah, c'est surtout que c'était bien écrit, c'était beau. Et en fait elles sont maudites, elles ne peuvent pas tomber amoureuses, sinon elles perdent leur amour. Voilà. Donc on a ce tome 1, Practical Magic. The Rules of Magic, c'est l'histoire de leur tante, Jet et Franny. Je crois que c'est mon tome préféré de tous. The Rules of Magic, c'était... Oh, voilà. Donc on découvre l'histoire de leur tante qui les recueille, qui les ont élevés. Magic Lessons, c'est au XVIIe siècle, on découvre les origines de la malédiction des Owens, donc de la famille. Et The Book of Magic, il se passe directement après Practical Magic. C'est la fin de la tétralogie, puisqu'il n'y a plus de livres après. J'adore cette tétralogie, j'aimerais les avoir tous. J'aimerais avoir le premier dans l'édition hardback d'origine, parce que j'adore cette couverture.
Et les autres, je les veux dans les couvertures que j'ai lues, évidemment. Et j'aimerais avoir toute cette collection et lui faire des câlins et la relire, c'était merveilleux, j'ai adoré. Donc je ne peux que vous recommander cette série, qui du coup passe bien pour tout, en fait. À part peut-être pour Infusion, mais en fait aussi. Donc parfait. Lisez donc Practical Magic, c'est aussi une de mes séries préférées d'ailleurs. Et j'aimerais bien lire d'autres textes d'Alice Hoffman, mais j'ai peur en fait de pas autant aimer que ce premier tome qui était... Enfin, que ces premiers livres que j'ai lus qui étaient formidables. On a aussi, alors, The Royal Coven de June Dawson, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, avec A Majesty's Royal Coven, The Shadow Cabinet, Human Rights et Queen Bee. C'est une trilogie plus un préquel, et on se concentre donc sur les sorcières qui défendent le Royaume-Uni dans le département de sorcellerie lié au gouvernement. Voilà, donc c'est très bien. Voilà, alors j'ai bien aimé, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'ai un peu moins aimé le tome 2 mais je l'ai quand même beaucoup aimé, j'ai pas aimé le tome 3. Voilà, autant vous le dire, c'est plus clair. Je l'ai lu cet été d'ailleurs, donc je vous ferai une chronique complète, mais non, le tome 3, non, j'ai même fait une chronique sur Goldbeast que je ne fais plus en ce moment parce que j'ai pas le temps, ou que je ne prends pas le temps, mais non. Voilà, mais c'est quand même une trilogie que je vous recommande parce que j'ai trouvé que c'était vachement bien quand même, et ça passe pour tout aussi. Et là, le dernier livre de cette catégorie, c'est A Discovery of Witches de Deborah Harkness. Alors, la romance là-dedans, voilà, voilà. Mais, sorcière, amour, famille, voilà, on y est. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le côté historique et le côté Dark Academia presque de ce texte. J'aimerais lire la suite d'ailleurs, pendant le Pumpkin Autumn Challenge, donc Shadow of Night. C'est l'histoire donc de Diana qui fait partie de la grande famille des Bishop, une grande famille de sorcières, et elle va découvrir un livre d'alchimie à la Bodleian, il me semble, oui. Et donc ça va déclencher tout un... Comment on pourrait appeler ça? C'est-à-dire que c'est comme si elle s'était mise une cible dans le dos. On va la chasser, entre guillemets. Elle qui n'utilise pas ses pouvoirs parce qu'elle... C'est pas qu'elle renie son héritage de sorcière, mais un petit peu. Donc voilà, c'était... J'ai bien aimé. Il y a des éléments que j'ai pas aimé, mais il y a des éléments que j'ai beaucoup aimé, donc je continuerai la série quand même. Et donc, tant qu'on parle de série, je vais parler de série télé, je vais regarder, continuer de regarder, puisque je suis, je crois, en plein milieu, continuer de regarder Sabrina, du coup, pendant cet automne. Oui, je suis arrivée fin de la saison 2, je crois. Il me reste 2 épisodes pour finir la saison 2. Très bien, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sanglant, mais d'accord, bah écoutez, pourquoi pas. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais regarder? J'aimerais bien continuer Supernatural aussi. Il y a autre chose. Et d'ailleurs, fin d'automne, on pourra continuer Stranger Things aussi, puisque ça sort en novembre. Par contre, ça passe pas dans sorcellerie, hein. Dans famille à la rigueur. Mais sinon, ça va plutôt passer dans horreur. Hein. Alors, la catégorie suivante. Le cercle de la comté. Fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Que des textes que je n'ai pas, que des audiobooks en fait. Donc j'ai récemment écouté Rewitched de Lucy Jane Wood qui a été traduit et qui est juste très cosy, très réconfort justement. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, je vous en parlerai plus dans le bilan d'été puisque je l'ai lu cet été. Mais voilà, c'était très... voilà, j'avais envie d'y être clairement. Ça parle beaucoup de magie, donc j'aurais aussi pu vous le mettre dans la catégorie précédente. Mais dans la catégorie précédente, je vous ai pas vraiment mis des textes cosy. Enfin, Practical Magic c'est cosy, je trouve. Mais je suis pas sûre que Discovery of Witches et The Royal Coven ce soit cosy. Ce sont des textes sur des sorcières avec des personnages de sorcières. Mais pas sûre que ce soit cosy. Practical Magic à la rigueur. Là, Rewitch était quand même plus dans du côté cosy quand même. Donc je vous le mets ici pour réconfort, joie. Fête aussi puisque... Belle dans Rewitch fête son 30e anniversaire, ce qui est drôle parce que du coup quand j'écoutais l'audiobook, moi-même je fêtais mon 30e anniversaire, donc c'était sympa d'avoir ce lien avec Belle. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce texte, donc je vous le recommande pour le Pumpkin Autumn Challenge. En plus ça se passe en octobre, donc c'est parfait, c'est automnal parfait, donc allez-y. Il y a d'ailleurs un tome 2, alors tome 2 entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un tome 2, c'est un tome compagnon puisque c'est dans le même univers, qui va sortir, alors je ne sais plus quand il sort, 2025, décembre, non, septembre. Donc il y a un tome suivant qui sort en septembre. Alors par contre ici, je pense qu'il passe aussi d'ailleurs pour le côté cosy tout ça, parce que je vois Found Family, non je vais pas y arriver, amour inconditionnel, voilà. Et la joie de laisser
enfin derrière soi le perfectionnisme et le fait de faire plaisir aux gens, de people pleasing. Donc peut-être que je lirai cet audiobook, enfin que j'écouterai cet audiobook s'il est sur Scribd, puisque j'ai écouté Rewitch sur Scribd. Donc ça s'appelle Uncharmed. Ça fait quand même plus printemps, mais je pense que j'attendrai pas printemps quand même. Il est quand même donné pour Halloween, ça se passe quand? Non mais voilà, en plus Rewitch ça se passe dans une librairie. C'était vraiment, l'ambiance était parfaite en fait. C'était vraiment très bien. La romance était bien. Et surtout, il y avait des relations qui étaient mises en avant qui n'étaient pas que la romance. Et ça, c'était vraiment cool. Donc, je vous recommande fortement Rewitched. Et je vous recommande aussi The Baby Dragon Café de... alors, attendez. J'ai son nom de famille, mais j'ai pas son prénom. Amna Qureshi. Voilà, parce que c'est écrit A.T. Qureshi sur le... Oh, le tome 3 est annoncé. Le tome 2 sort quand? Parce que j'ai très envie de l'écouter, du coup. 2 septembre. Oh, il sort demain. Voilà, c'est trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Donc j'ai mon prochain audiobook, c'est parfait. Donc The Baby Dragon Café qui raconte l'histoire, je me souviens même plus du nom du personnage. J'ai beaucoup aimé ce texte, hein, mais... Voilà, Saphira, qui a ouvert un café pour bébés dragons. Et, mais bon, elle a du mal... et leurs humains, bien sûr, pas que les bébés dragons. Mais elle a du mal, voilà, c'est un peu compliqué. Il y a des dégradations dans son café à cause des bébés dragons, puisque, bon, dragon égale feu, voilà. Et donc elle a du mal, donc elle va passer un marché avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Aiden. Mais lui aussi s'appelle Aiden, dis donc, First Time Caller, il s'appelle Aiden aussi. Elle a passé un marché avec Aiden, et voilà. Je ne vais pas trop vous en dire, mais Saphira a toujours rêvé d'être... D'ailleurs, ça me fait trop rire qu'elle s'appelle Saphira parce que ça me fait penser à Eragon. Et dans Eragon, Saphira c'est le dragon. Là, c'est pas le dragon. Je me demande s'il n'y a pas eu une petite influence, je ne sais pas. Mais donc Saphira a toujours rêvé d'être dragonnière, et sauf qu'elle ne peut pas parce qu'elle ne fait pas partie d'une famille de dragonniers. Donc voilà. Et donc, The Baby Dragon Bakery sort demain. Donc très 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 envie de l'écouter puisque j'avais écouté le premier tome. Voilà, je veux écouter le suivant. Qui ne se centre pas du tout sur les mêmes personnages visiblement, puisque ça va se centrer sur Lavinia. Très bien. Oh, Friends to Lovers Cozy Fantasy. Ok, peut-être, je ne sais pas. Et donc il y a The Baby Dragon Bookshop qui sort en 2026. Voilà, je suis contente, voilà, trop bien, trop bien, trop bien. Bon bref, alors du coup, The Baby Dragon Café, je suis obligée de vous le recommander. Lisez-le. J'étais persuadée qu'il sortait en juillet, pas du tout, il sortait en janvier. Et j'ai oublié de vous les descendre, mais je vous recommande aussi les livres de Chiji Clown. Parce que là, bah, famille, réconfort, fête, tout ça. Singularité, empathie, vivre ensemble, oui. C'est un peu triste aussi quand même. Hein. Donc on a In Lives of Puppets, donc dans la vie des pantins, qui réécrit Pinocchio. C'est très beau, c'est le premier que j'ai lu et c'était formidable. J'ai adoré ce livre. C'était incroyable. C'est plus science fiction. C'est plus côté science-fiction ici puisqu'on a des robots justement. Et voilà, il va y avoir des relations qui vont se nouer, une famille qui va se former, c'était très beau. In Under the Whispering Door, donc sous la porte qui chuchote, c'est aussi très bien, mais là on est plus du côté du deuil. Donc voilà, j'ai pleuré beaucoup. Enfin, j'ai pleuré aussi dans In the Lives of Puppets, mais vraiment Under the Whispering Door, c'est... En plus il y a un chien, donc c'était dur quand même, hein. On va pas se le cacher. Et je vous recommande aussi The House in the Cerulean Sea, donc la maison au milieu de la mer Céruléenne. Il y a 2 tomes maintenant, hein, puisqu'il y a aussi quelque part de l'autre côté de la mer qui est sorti, donc la suite, qui s'appelait en anglais Somewhere Beyond the Sea. C'est mon préféré. The House in the Cerulean Sea, c'est mon préféré de Chiji Clown. Donc voilà, je vous le recommande évidemment. C'était très très beau. Là, on va suivre plutôt des enfants un peu particuliers, un petit peu comme dans les Miss Peregrine. Des enfants un peu particuliers qui doivent apprendre à vivre ensemble, justement. Mais les êtres humains, eux... ils sont pas trop envie de vivre avec eux quoi, donc bon, ça se passe pas toujours très bien. Et donc il y a un inspecteur qui va arriver dans l'orphelinat et qui doit contrôler que tout va bien et savoir est-ce qu'on laisse l'orphelinat ouvert ou pas, sachant qu'il y a un enfant très très particulier dans celui-là d'orphelinat. J'espère que je vous donne envie de le lire, c'est trop bien, vraiment formidable, je vous le recommande très très fortement. Et donc on arrive à la dernière catégorie, et je pense que j'arrive d'ailleurs à la fin du temps de mon appareil. Latte, une variation sophistiquée et crémeuse, une couverture donc aux couleurs d'un latte cannelle cardamome ou couverture marron beige. Alors je ne suis pas sûre que ça fonctionne. J'ai commencé par ce que j'ai pas. Magic Charlie de Audrey Alouette, le premier tome est marron, donc je me dis ça passe. C'est une série jeunesse où Charlie va découvrir le monde des magiciers, je crois que c'est ça. Magicier. C'était très bien, c'était très cosy, j'aime beaucoup cette trilogie. Alors très cosy, oui c'est quand même vachement dur, enfin c'est pas toujours très facile pour Charlie et les personnes qui l'accompagnent, donc voilà. Et il y a une relation magnifique avec une grand-mère, donc c'était très bien Magic Charlie, vraiment. Le prophète de Khalil Gibran, j'ai pas retrouvé mon édition, je ne sais pas où elle est, mais elle est beige on va dire, donc c'est de la poésie spirituelle, religieuse, c'était très beau, c'était très bien écrit, et j'ai un autre texte de lui d'ailleurs, donc peut-être que je le lirai pour le pack qui s'appelle Le Fou. Mais voilà.
je vous le recommande fortement. Il a été écrit en anglais d'ailleurs de base je crois, donc si vous pouvez, lisez-le peut-être en anglais, mais la version française était top. Et sinon, on a aussi des livres que je vous ai déjà présentés. Alors, un livre que je vous ai pas encore présenté, La machine différente de Jean-Laurent Del Socorro. On va dire que ce cuivre passe pour l'automne hein, et pour un latte. Alors, je peux pas trop vous en dire parce que, encore une fois, c'est une petite novella des éditions 1115, donc je ne vais pas vous dire grand chose. Mais c'est l'histoire de. On va parler de. Oui, on va parler d'histoire, c'est au 19e siècle que ça se passe avec Ada Lovelace et Charles Babbage. Et ils tentent de créer une machine et c'est triste. Voilà, moi j'ai pleuré à la fin. Et c'était beau aussi en même temps. Et Jean-Laurent Del Socorro est un très bon écrivain. Allez-y. Et donc les deux derniers, je me dis, est-ce que ça passe ça? Je sais pas, hein, mais quand même ça fait un peu laté ça. Hein. Bon, si on enlève l'oiseau en plein milieu, ça fait un peu laté. Donc on va dire que ça peut passer. Ça peut passer. Et aussi, bah, Mémoire de la forêt, ça passe, je pense. Ça fait très. Moi ça me fait beaucoup penser à un laté ça quand même. Donc si vous lisez le tome 1 pour la première catégorie et celui-là pour cette catégorie-là, ça passe. Et nous avons fini cette vidéo, je n'ai pas fini le temps de mon appareil, c'est formidable. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez trouvé plusieurs recommandations. N'hésitez pas bien sûr à m'en donner aussi. Comme je vous l'ai dit, je participe au Pumpkin Autumn Challenge, mais je ne ferai pas de palle, enfin j'en ai fait une, mais je ne la suivrai pas de toute façon. Donc voilà, je n'ai pas envie de vous présenter des livres dont je ne vais jamais vous donner l'avis ou dont je vais vous donner l'avis dans 3 ans. Donc voilà, j'ai préféré vous parler de recommandations plutôt que de vous parler de livres que je n'ai pas encore lus, sachant que je l'ai quand même un petit peu fait, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé des livres qui vous tentent. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres ou si vous avez envie de les lire. Merci à ceux qui commentent, qui aiment, qui s'abonnent, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite aussi évidemment un très bel automne, parce que l'automne c'est merveilleux, et un très bon Pumpkin Autumn Challenge. Bye!